Bienvenue à tous et bonne année 2026. La vidéo pourrait s'arrêter là, mais je préfère creuser la question suivante, présenter ses vœux à autrui, ses vœux de bonheur, dans un monde où règne l'injustice et la souffrance. Est-ce bien raisonnable? Est-ce légitime? Alors l'idée d'aborder ce sujet m'est venue un peu par accident. L'année dernière, le 1er janvier 2025, j'ai regardé une vidéo publiée par une créatrice que je suis et dans laquelle elle présentait ses vœux de nouvel an selon une formule fréquente depuis une bonne quinzaine d'années. On espère que 2025 sera meilleur que 2024. J'ai laissé un commentaire en disant que pour ma part, j'avais passé une bonne année 2024 en dépit des difficultés inhérentes à la condition humaine et que j'espérais que 2025 serait meilleur encore. J'ai fait part de ma joie de vivre et de ma surprise quant au fait de partir du principe que tous ces auditeurs auraient nécessairement passé une mauvaise année 2024. Ça n'a pas plu. La créatrice m'a répondu que je devrais prendre un Xanax, proposition paradoxale de Xanax étant un anxiolytique. Pourquoi, même ironiquement, proposer un anxiolytique à quelqu'un qui vient justement de vous faire part de sa joie de vivre? Il s'agit en fait d'un simple réflexe qui consiste à psychiatriser quelqu'un qui émet un point de vue jugé inacceptable. Ici, ce qui est jugé inacceptable est de l'ordre de la psychiatrie, c'est la joie de vivre. Une auditrice s'en est prise à moi de façon plus virulente encore, notamment en me disant que je suis certainement protégé. Alors oui, je veux bien admettre que je suis très protégé en comparaison avec la majorité des êtres humains, car je vis dans un pays prospère et en paix, la France. Un pays où l'injustice sociale et la pauvreté demeurent et où l'insécurité est grandissante, certes. Mais tout cela reste sans commune mesure avec la situation subie par l'humanité dans sa majorité, sa grande majorité. Vérification faite sur le profil YouTube de cette auditrice, eh bien, c'est aussi son cas. Sans doute, donc elle vit également en France, elle est sans doute ni plus ni moins protégée que moi. Mais derrière ce mot « protégé », quels sont les sous-entendus ? Dans le contexte historique et social français, il y a derrière ce mot « protégé » deux concepts qui sont donc sous-entendus. Le planqué, c'est-à-dire le lâche qui laisse les autres aller au combat à sa place, et le privilégié, l'aristo, le salaud de riche. Les réactions suscitées par mes propos sous cette vidéo l'année dernière ne sont pas du tout un fait isolé. Je suis persuadé que cette année encore, comme tous les ans depuis une bonne quinzaine d'années, je vais recevoir des vœux personnels de nouvel an du même genre. J'ai en effet constaté ce phénomène pour la première fois il y a une quinzaine d'années, donc en janvier 2010 ou à peu près. Je me suis rendu chez des amis qui venaient d'avoir leur premier enfant, tant attendu, et les parents du jeune papa étaient présents. La grand-mère, au fil de la conversation, nous a expliqué qu'elle avait envoyé un courriel collectif pour souhaiter une bonne année à ses amis en ces termes « Je vous souhaite une bonne année malgré la morosité environnante ». Depuis lors, tous les ans, j'entends le même refrain, la vie est morose, ou laide, ou triste. C'est une réalité universelle, mais bonne année quand même. Cela me fait penser à la scène du film « Le Père Noël est une ordure », avec cette tirade « Joyeux Noël Félix », assortie d'un violent coup de fer à repasser dans la tête du dénommé Félix. Le principe est le même, meilleur vœu, mais prends-toi ça dans la gueule. Je précise que cette dame faisait partie de la bourgeoisie fortunée, son mari et elle étaient responsables du programme de préparation au mariage de leur diocèse, ce qui les amenait à rencontrer de nombreux jeunes couples tout à la joie de leur amour. Leurs propres enfants et petits-enfants étaient tous prospères, heureux et en bonne santé. Eux-mêmes avaient tout à fait les moyens financiers de sortir, de se divertir et de voyager quand bon leur semblait, et ils ne s'en privaient pas. Ils avaient d'ailleurs bien raison. La vie des amis auxquels cette dame envoyait ses vœux n'était pas forcément plus morose que la sienne, et sans doute moins morose que la vie de leur femme de ménage et de leur jardinier.
Alors pourquoi se sentir obligé d'ajouter cette formule toute faite? Pourquoi cette soumission au pessimisme médiatique? Parce que oui, je considère que cette ritournelle systématique ajoutée au vœu de Nouvel An est un acte d'obéissance à une injonction médiatique, au sens où l'entendait Antonio Gramsci avec son concept de parti médiatique. C'est la même chose en politique. J'ai été outré d'entendre les propos tenus le 23 décembre 2025 par Madame Giorgia Meloni, première ministre italienne, lors de la cérémonie officielle de vœux de fin d'année adressée au gouvernement italien, face caméra et en présence de la presse. Meilleurs vœux, mais ne vous en faites pas, ce sera pire en 2026. La formule se voulait manifestement ironique, ne vous en faites pas, ce sera pire. Et cette formule visait à souligner la difficulté des réformes à venir et à préparer psychologiquement les équipes gouvernementales à une année éprouvante. Toutefois, le fait qu'elle ait été prononcée publiquement, et pas seulement dans un cadre strictement interne, en modifie profondément la portée. Un tel propos tenu par une chef de gouvernement, donc pas par la chef de l'exécutif, ne relève plus de la boutade de travail, mais d'un message politique symbolique adressé à l'ensemble du pays, devant toute la presse. En affirmant que l'avenir sera pire, même sur le mode de l'ironie, le pouvoir ne se contente plus de décrire des contraintes, il banalise le découragement et entérine l'idée que l'horizon collectif est nécessairement sombre et qu'il n'y a plus rien d'autre à attendre que l'aggravation. Dans un pays comme l'Italie, qui n'est quand même pas non plus dans une situation comparable à celle du Soudan du Sud ou de l'Érythrée. La fonction politique ne consiste certes pas à promettre le bonheur, mais tout de même à éviter de rendre le désespoir légitime. Madame Meloni aurait pu dire en tout cas, avec la même honnêteté, mais sans cet effet démoralisant, l'année à venir sera exigeante, l'exécutif devra mouiller la chemise plus que jamais. Une telle formule aurait conservé la lucidité sur les difficultés à venir, tout en respectant le rôle symbolique du pouvoir, nommer l'effort sans désigner le pire comme unique horizon, appeler à la responsabilité sans installer le découragement comme norme. Dans cette vidéo, je vais tâcher de répondre à cette question. Être heureux dans un monde où la souffrance existe, cela veut-il dire que l'on a renoncé à toute forme de combat social et que l'on est insensible aux souffrances d'autrui? La faiblesse et la souffrance sont désormais tenues pour des vertus. Être faible et souffrant, c'est être du bon côté. La morale contemporaine confond vertu et vulnérabilité. Dans une société qui voit les choses de cette manière, un bon vivant revendiqué n'a pas la cote. Il passe, nous venons de le voir, pour un salaud de riche et un monstre froid. Pourtant, il me semble que l'on peut revendiquer le bonheur tout en étant empathique, très empathique même. Pour ma part, je suis profondément touché lorsque je devine ou constate le mal-être de l'un de mes élèves, par exemple, quand je vois mon petit-fils choyé, aimé, entouré, en pleine santé, pris en charge par un système de soins efficace, il vit en ville, pas à une heure de là dans mon désert médical, eh bien je pense souvent aux enfants qui manquent de tout. Quand je bouquine tranquillement chez moi, je n'oublie pas que des gens à une heure de route dans le service des Grands Brûlés de Lyon trempent dans des bains de liquide physiologique en espérant survivre. Mais ces idées noires, je dois le dire et peut-être l'avouer, ne gâchent pas ma joie de vivre. Ai-je le droit d'être heureux? La question, je me la suis posée, sincèrement, il y a de nombreuses années, et voici ce que j'ai compris. Il faut être honnête, l'amour est hiérarchique. On aime plus ce que l'on connaît. On est bouleversé par la souffrance d'un inconnu, oui, mais si c'était ton enfant, ton conjoint, ton père, ta mère, ta sœur, ton frère, tu serais anéanti. Et c'est normal. C'est humain, c'est même moral. Il est une phrase politique que je n'aurais jamais citée il y a 20 ans, ou même 5, mais que je reprends ici dans son sens anthropologique. Certains la reconnaîtront peut-être. Je préfère ma fille à ma cousine à ma voisine à une inconnue. C'est une vérité vieille comme l'humanité. Il existe un individualisme légitime.
c'est le souci de soi. Un être qui ne protège pas son équilibre n'aidera personne. Un être épuisé n'enseigne plus. Un être brisé n'aime plus. Un être vidé n'a plus rien à donner. Prendre soin de soi n'est pas un luxe, c'est une condition morale. C'est ce qui nous permet de rester un appui, un repère, un roc pour les autres. De nombreux philosophes ont parlé de la légitimité du bonheur, d'Épicure dans l'Antiquité à Paul Ricoeur au XXe siècle. Nous allons toutefois nous arrêter sur Albert Camus, que je tiens pour un véritable philosophe du bonheur, alors que bien souvent on a interprété ses propos à l'inverse. Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible, écrit-il. Être heureux chez Camus, ce n'est pas oublier les autres, c'est refuser que la souffrance est le dernier mot. Camus affirme que le monde est injuste, que la souffrance est réelle, irréductible, mais que la joie de vivre est un acte de résistance. Camus affirme, donc je le redis, une joie de résistance. Il faut imaginer Sisyphe heureux, écrit-il à la fin du mythe de Sisyphe. Donc il faut imaginer Sisyphe heureux, non parce que sa condition est bonne, mais parce que Sisyphe, condamné à une tâche épuisante et inutile dont il ne verra jamais la fin, refuse intérieurement d'être vaincu. Le bonheur devient alors un acte de révolte lucide, une fidélité à la vie et aux humains qui n'efface pas la douleur, mais lui refuse le dernier mot. Camus énonce que la réponse aux souffrances humaines n'est ni le désespoir ni l'autodestruction, mais la fidélité active envers les humains, condition même de toute joie possible. On trouve chez le psychologue américain Martin Seligman, père de la psychologie positive, et chez deux psychologues dont il n'est pas inutile de rappeler que ce sont des rescapés de la Shoah, le français Boris Cyrulnik et l'autrichien Viktor Frankl, une convergence très nette. Tous les trois, Seligman, Cyrulnik et Frankl, défendent l'idée que le bonheur authentique est pleinement compatible avec l'empathie. Seligman montre que le bien-être durable inclut nécessairement les relations humaines et qu'une vie heureuse est une vie reliée aux autres plutôt qu'isolée dans le plaisir. Cyrulnik, s'appuyant sur le concept de résilience, souligne que la compassion et l'attachement n'abolissent pas la joie, mais la rendent possible, à condition qu'ils restent enracinés dans des liens concrets et supportables psychiquement. Frankl affirme que le bonheur ne se cherche pas directement, le bonheur survient comme un effet secondaire d'une vie orientée vers le sens, la responsabilité et l'amour, y compris dans un monde traversé par la souffrance. Chez ces trois auteurs, le bonheur n'est ni déni du malheur ni indifférence à autrui, il est une manière lucide, sobre et humaine d'habiter le monde sans s'y dissoudre. Dans la Bible, le bonheur est présenté comme une paix du cœur légitime et recherchée. Le mot hébreu shalom signifie à la fois paix et bonheur. Cette paix du cœur est comparable à l'amour du prochain. Le roi David, le psalmiste, écrit « Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse ». Son fils Salomon affirme sans détour la valeur morale de la paix intérieure. « Va, écrit-il, mange ton pain avec joie et bois ton vin d'un cœur joyeux, car déjà Dieu approuve ce que tu fais. » Et par ailleurs, il écrit « Un cœur calme et la vie du corps et encore la joie du cœur est un bon remède. » Jésus, quant à lui, ne demande jamais de sacrifier la joie au nom de l'amour, mais il affirme au contraire « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Il dit aussi « Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi. » Je pourrais multiplier les exemples. La spiritualité chrétienne, si l'on s'en tient au texte, ne fait pas de la souffrance une vertu. Ce qui est vertueux, c'est de garder la foi si la souffrance survient, ce qui n'est pas du tout la même chose.
Mais alors comment expliquer que la pensée politiquement correcte, donc actuellement la pensée dite progressiste, considère le bonheur comme immoral? Le philosophe Michael Fussell donne une explication intéressante, et ceci dans un livre donc paru en 2022, Quartier rouge, qu'il sous-intitule « Le plaisir et la gauche ». Donc lui-même homme de gauche, Fussell politise la question du rapport au plaisir et par là même au bonheur, en affirmant que la gauche dite progressiste considère le plaisir comme un luxe égoïste bourgeois. Les prolétaires, quant à eux, ne sont pas censés éprouver la joie de vivre tant que les luttes sociales ne sont pas remportées. Ceci d'après l'idéologie dite progressiste, selon l'analyse critique qu'en fait Fussell. Donc c'est cet héritage idéologique qui expliquerait que de nos jours encore, l'idée est bien présente selon laquelle un être moral ne peut pas décemment être heureux face au réchauffement climatique, à Gaza en ruine et à la guerre en Ukraine, entre autres tragédies humaines médiatisées. D'où l'invective, protégé, privilégié, salaud de bourgeois, adressé à un parfait inconnu dont tout ce que l'on sait, c'est qu'il a passé une année tout à fait acceptable. Logique reprise par une vieille bourgeoise nantie mais soucieuse de conformité avec la rhétorique politiquement correcte du moment. Toujours selon Fussell, l'idéologie de gauche voit dans le désir un mouvement vers l'avenir et dans le plaisir une position statique, un refus d'avancer, une posture de parvenu. D'autant que Fussell déplore cette situation, je le redis, et que selon lui, il est nécessaire de réhabiliter le plaisir afin de réhabiliter le bonheur. Fussell appelle la gauche d'aujourd'hui à opérer ce changement. Mais jusqu'à présent, le plaisir et le bonheur sont discrédités comme égoïstes et en contradiction avec les luttes sociales. Je crois que c'est plutôt bien trouvé de la part de Fussell. Je crois que c'est une bonne explication de ce rejet de la notion de bonheur, de cette sorte de diabolisation du bonheur et du bien-être revendiqué. Il existe un sujet connexe à celui abordé dans cette vidéo. Comme l'on constate que pour beaucoup, être heureux est une preuve d'aveuglement sur les souffrances du monde et sur les catastrophes à venir, de même, on constate que de plus en plus de nos jeunes contemporains considèrent la procréation comme un acte égoïste et irresponsable. Quand une jeune femme annonce à l'une de ses meilleures amies qu'elle est enceinte et que son interlocutrice lui lance à la figure « Eh ben on voit que t'as pas lu le rapport du GIEC », le rapport relatif au réchauffement climatique, la chose a encore une fois un indéniable côté « Joyeux Noël Félix ». Idem lorsqu'un prof, frisant la soixantaine, annonce à une jeune collègue qu'il va être grand-père et qu'il s'entend répondre « Ah bon ? Ta fille est enceinte ? C'est surprenant pour une intellectuelle. » Il y a un point commun entre la certitude que toute personne normalement constituée est forcément malheureuse et le refus de procréer pour des raisons idéologiques, quitte à considérer les jeunes parents comme des imbéciles. Le point commun, c'est le triomphe du désespoir. Ce désespoir est parfaitement paradoxal dans une société occidentale développée qui a éradiqué un grand nombre de maladies, où la mortalité infantile a chuté de façon vertigineuse, où les progrès de la science sont aussi fulgurants que les avancées sociales, où même les personnes les plus critiques vis-à-vis de la société de consommation et du système sont unanimement bien contentes d'en profiter. Né en 1967, je fais partie de la première génération de Français depuis fort longtemps à ne pas avoir été mobilisés pour faire la guerre. La majorité des garçons nés en France en 1898 étaient morts en 1918, donc 20 ans plus tard, soit d'abord à cause de la mortalité infantile, soit dans les combats de la Première Guerre mondiale. Quant aux rescapés, beaucoup sont revenus de la guerre avec la gueule cassée, des blessures et des handicaps épouvantables, ou encore sont morts de la grippe espagnole en 1919 ou 1920. Les filles et les femmes n'ont bien sûr pas été épargnées, elles n'ont été épargnées ni par la mortalité infantile ni par les épidémies. Ajoutons que le risque de mourir en couche était nettement supérieur à ce qu'il était aujourd'hui. La littérature du XIXe siècle regorge de descriptions effrayantes de la misère, Zola en France, Charles Dickens en Angleterre, pour ne citer que les exemples les plus connus.
Si l'on remonte encore dans le temps, pensons aux 400 ans d'épidémie de peste, aux guerres interminables, à la misère endémique, etc., etc. Donc oui, il fait bon vivre ici et maintenant. En dehors de l'Occident développé, la misère ne recule pas autant, mais elle recule. Il faut rappeler sans triomphalisme mais sans déni qu'à l'échelle historique, la faim dans le monde et la violence guerrière ont globalement reculé sur le long terme. La proportion d'êtres humains souffrant de la famine extrême a fortement diminué depuis le XXe siècle grâce aux progrès agricoles, sanitaires et logistiques, même si des poches de crise subsistent et peuvent connaître des rebonds absolument dramatiques. De même, malgré des conflits très médiatisés, le nombre de morts dus aux guerres est nettement inférieur proportionnellement à la population mondiale à ce qu'il fut durant les grandes conflagrations du passé. Cela ne signifie ni que la souffrance a disparu, ni qu'elle serait négligeable, mais que le récit d'un monde allant uniformément de pire en pire est factuellement faux. Reconnaître ces progrès n'est pas une indécence morale, c'est refuser de confondre lucidité et catastrophisme et rappeler que l'action humaine peut aussi produire du mieux, lentement, imparfaitement, mais réellement. Quand on parle des catastrophes qui nous pendent au nez, on constate aussi que les discours sont très différents quant à la nature de ces catastrophes en fonction du positionnement politique de l'interlocuteur, encore une fois la politique, et les idéologies. Pour être très schématique, la gauche radicale annonce l'enfer climatique et le retour des heures les plus sombres de notre histoire, et la droite radicale tremble à l'idée des bouleversements démographiques dont le réchauffement climatique ne serait qu'un facteur aggravant. Tout le monde est pessimiste, mais pas de la même façon. L'essentiel semble d'être malheureux et pessimiste. Cette parole de Jésus, alors me revient à la mémoire, à chaque jour suffit sa peine, demain prendra soin de lui-même. Ceci, bien sûr, ne doit pas nous démobiliser quant à œuvrer pour un monde meilleur, pour peu que nous le fassions sereinement. Certes, tout ne va pas encore pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Nous savons que la vie, les années qui passent, le cours de l'histoire, c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais tout de même, que ce soit précisément les Occidentaux du XXIe siècle, bien nourris, bien soignés, dorlotés par la société de consommation et de loisirs, qui soient sans doute les gens les plus désespérés de l'histoire de l'humanité, c'est un énorme, énorme paradoxe. L'empathie véritable ne devrait pas nous conduire à nous inviter mutuellement au malheur, mais à reconnaître la chance que nous avons et de travailler ensemble à de meilleurs lendemains, pour ici et pour ailleurs. On peut aussi voir la souffrance du monde et choisir, malgré tout, d'aimer la vie. Il existe aussi des attitudes de refus du bonheur des autres qui ne sont pas d'ordre sociologique, mais qui relèvent d'un trouble de la personnalité. Cela dépasse le cadre de cette vidéo, mais vaut la peine que nous en parlions brièvement. Certaines personnes, dès lors que leur interlocuteur leur parle de son bonheur au travail, ou dans sa vie de famille par exemple, ou d'un projet qui lui tient à cœur, un voyage, une nouvelle activité, ou leur parle avec enthousiasme de son sport ou de sa passion pour telle activité ludique ou culturelle, alors ces personnes vont systématiquement chercher la petite bête et dénigrer ce qui fait le bonheur de l'autre afin de lui prouver qu'il n'y a pas de quoi montrer tant de joie et d'enthousiasme. Cette attitude peut être due tout simplement à de la jalousie. Ce peut être aussi de la part de ces personnes un refus du bonheur de l'autre à cause de leur propre insatisfaction, une stratégie pour conjurer leur propre frustration. Je n'y arrive pas, donc l'autre n'y arrive pas non plus, et je tiens à l'en convaincre pour mieux m'en convaincre moi-même. De la sorte, tout le monde est à la même enseigne et ma propre frustration me semble normale, donc supportable. Mais il y a encore pire, cette attitude de dénigrement systématique du bonheur de l'interlocuteur peut être due à une véritable volonté de nuire, d'infliger une déception, une frustration, donc une souffrance, auquel cas on est tout simplement en face d'une personnalité, je pourrais le dire, perverse. Une volonté délibérée de nuire à autrui, c'est très problématique de ce point de vue.
quand ça devient systématique et quand c'est une façon de fonctionner au quotidien. Au point où nous en sommes de notre réflexion, précisons que le bonheur n'est ni une vertu, ni un critère de vérité, ni un signe de rectitude morale. On peut être heureux dans l'erreur, dans l'aveuglement, sans se rendre compte que l'on a pris un chemin qui mène à la catastrophe. Certains trouvent même le bonheur dans la nuisance, éprouvant une jubilation malsaine à faire le mal, ce dont je parlais il y a quelques dizaines de secondes. Et ça peut se manifester de mille manières. Ainsi, le bonheur ne saurait servir ni de critère éthique, ni de certificat de sagesse. Et pourtant, cela ne rend ni méprisable, ni suspect le bonheur. Comme l'écrivait Voltaire, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Cette formule dit une vérité profonde. La joie de vivre est une hygiène de vie. La joie de vivre est à l'âme ce que la nourriture, le chauffage et les soins efficaces sont au corps, une condition de fonctionnement mais pas une fin ultime. Se condamner à l'amertume, à l'anxiété permanente, à l'autorumination, comme si la tristesse était une preuve de profondeur ou de bonté, c'est une erreur à la fois psychologique et spirituelle. Cultiver la joie n'empêche ni la recherche de la vérité, ni l'exigence de sagesse, ni l'amour du prochain, ni la lucidité face au bouleversement climatique galopant, ni la lucidité face à notre propre malheur éventuel. Au contraire, cultiver la joie permet de poursuivre ces choses-là, donc de poursuivre la sagesse, la vérité, la lucidité, etc., dans des conditions plus saines, plus lucides et plus durables. La joie de vivre n'est pas une morale, c'est le terrain respirable sur lequel la vie morale devient possible sans se déformer ni se dessécher. Le bonheur n'est pas une trahison, c'est un service rendu au monde. Un être brisé ne relève personne, un être debout, en revanche, peut le faire. Je ne veux bien sûr en aucun cas nier la réalité du malheur qui frappe sans doute bon nombre de personnes qui regarderont cette vidéo. Il existe des souffrances réelles, parfois écrasantes, le deuil, la maladie, la solitude, la précarité, l'échec, l'injustice subie. À ceux qui traversent ces épreuves, il serait indécent de répondre par des injonctions à la joie ou par des discours abstraits sur le bonheur. Reconnaître le droit au bonheur ne signifie pas mépriser la peine de ceux qui vont mal, pas plus que rappeler la valeur de la vie n'implique de minimiser la douleur. Il s'agit simplement de refuser un glissement pervers, celui qui transforme le malheur en norme, la tristesse en vertu et le désespoir en preuve de lucidité. On peut compatir sans sacraliser la souffrance, accompagner sans exiger l'abattement général et espérer sans nier les blessures. C'est cette ligne de crête, humaine et honnête, que je cherche à tenir ici. J'espère que vous avez passé une bonne année 2025. Pour ma part, j'en retiendrai certes des faits divers alarmants et une situation mondiale parfois catastrophique. Dans le domaine personnel, ce fut une année magnifique, et j'en retiendrai que c'est l'année où je suis devenu grand-père. Et ça, ni la situation mondiale, ni la conjoncture ne me l'enlèveront. Elio, bambin de 10 mois dans quelques jours, plus fort que tous les rabat-joie de la terre. Pour ce nouvel an 2026, je ne vous souhaite pas une morosité partagée ni de réussir un concours de victimisation. Je vous souhaite une joie solide, la sécurité spirituelle et tout le bonheur du monde. Et je souhaite au monde le recul de la faim, de la guerre, de la violence, de l'injustice et de la maladie, partout où elles sévissent, que ce soit face caméra ou dans la plus totale indifférence médiatique. À bientôt.